Je m'appelle Diana, j'ai 34 ans, et il y a 3 semaines, j'ai cédé tout ce que j'avais à mon futur ex-mari. La maison de 5 chambres, les 2 voitures, l'agence immobilière, absolument tout. Mon avocat m'a supplié de ne pas le faire. Ma belle-mère souriait d'un air narquois depuis les bancs du public. Britney, la maîtresse de 27 ans de mon mari, a même pris un selfie, là, en plein tribunal. Et Vincent, l'homme avec qui je pensais autrefois passer ma vie, souriait comme s'il venait de gagner au loto. Mais ce sourire a disparu exactement 47 secondes plus tard, lorsque son avocat a fini de lire la dernière clause de notre accord. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, si vous trouvez cette histoire digne d'intérêt, veuillez prendre un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous en avez vraiment envie. Et si vous regardez en ce moment, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 3 ans en arrière, à la nuit où j'ai accidentellement ouvert le mauvais tiroir dans le bureau de Vincent. 8 ans de mariage. C'est le temps que j'ai passé à construire une vie avec Vincent Saunders. De l'extérieur, nous avions tout. Une vaste maison coloniale dans la banlieue de Houston, avec 5 chambres dont nous n'avions pas besoin. Une Porsche Cayenne dans le garage pour lui, et une Honda Accord vieille de 12 ans pour moi. Des dîners où Vincent tenait le haut du pavé pendant que je remplissais les verres de vin. Le parfait rêve américain, si l'on plissait les yeux et qu'on ne posait pas trop de questions. Vincent contrôlait toutes nos finances. Je m'occupe de l'argent, tu t'occupes de la maison, m'avait-il dit lors de notre lune de miel. Et moi, jeune, amoureuse, et désespérée d'éviter le genre de dispute qui avait détruit le mariage de mes parents, j'ai accepté. Avant la naissance de Tyler, j'étais comptable principal dans un cabinet de taille moyenne en ville. J'étais doué pour ça. Les chiffres avaient un sens pour moi, d'une manière que les gens n'avaient parfois pas. Mais quand je suis tombée enceinte, Vincent m'a fait asseoir, avec ce ton raisonnable qu'il utilisait quand il avait déjà pris une décision. Le bébé a besoin de sa mère à la maison. Je gagne assez pour nous deux. Alors, j'ai démissionné. J'ai troqué les feuilles de calcul contre les gobelets à bec, et les réunions de clients contre les après-midi au parc. Et quand Tyler a commencé la maternelle et que j'ai repris un travail de comptabilité à distance à temps partiel pour maintenir mes compétences, Vincent l'a à peine remarqué. Pour lui, j'étais un meuble, utile, présent, et totalement insignifiant. Il vérifiait sa Rolex submarinée, un cadeau qu'il s'était fait pour avoir conclu une affaire, et annonçait qu'il avait des réunions d'investisseurs qui se prolongeraient tard. Son bureau à domicile restait fermé à clé. Les relevés de cartes de crédit arrivaient sur son email. J'avais une carte supplémentaire avec une limite modeste. Tout le reste était son domaine. Ce que j'ignorais alors, mais que j'allais bientôt découvrir, c'est que sa Rolex avait été achetée à crédit, et que son empire était bâti sur du sable. Tyler a tout changé pour moi. Mon fils est venu au monde il y a 6 ans, avec les cheveux noirs de son père et mon menton têtu. Et dès l'instant où l'infirmière l'a placé dans mes bras, j'ai compris une sorte d'amour dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. Un amour féroce, inconditionnel, le genre qui vous fait rester éveillé la nuit à vous demander si vous en faites assez, si vous êtes assez. Vincent voyait Tyler différemment. Notre fils était un héritage, pas une relation. Quelque chose à mentionner lors des dîners d'affaires. Mon garçon s'intéresse déjà à l'immobilier, vous y croyez? Mais jamais quelque chose à nourrir. Vincent a manqué les premiers pas de Tyler à cause d'une conférence téléphonique, il a manqué son premier mot parce qu'il était en voyage, il a manqué chaque pièce de théâtre de l'école, chaque réunion parents-professeurs, chaque histoire du soir. Je me souviens d'un soir, il y a environ 1 an. Tyler attendait à la fenêtre depuis 2 heures, son livre d'images préféré serré contre sa poitrine. « Maman, quand est-ce que papa rentre ?» Il a dit qu'il me lirait une histoire ce soir. J'ai envoyé un SMS à Vincent. Pas de réponse. J'ai appelé, sa messagerie vocale. Tyler s'est endormi sur le canapé, tenant toujours ce livre. Quand Vincent est finalement rentré à 23 heures, sentant vaguement une eau de Cologne qui n'était pas la sienne, je lui ai demandé s'il avait oublié sa promesse. Il a à peine levé les yeux de son téléphone. Je construis un avenir pour cette famille, Diana. Tyler comprendra quand il sera plus grand. Mais j'ai vu le visage de mon fils le lendemain matin, quand il a réalisé que papa était venu et reparti sans même lui dire bonne nuit. C'est cette nuit-là que j'ai compris que quelque chose n'allait pas depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre.
Vincent n'avait pas serré Tyler dans ses bras depuis 3 mois, il n'avait pas posé de questions sur l'école, les amis, sur rien. Notre fils n'était pas une priorité. Il était une pensée après coup. La nuit où j'ai découvert la vérité, je ne la cherchais même pas. Il y a 3 ans, Tyler avait une sortie scolaire et j'avais besoin de son passeport pour une raison que je ne me rappelle même plus. Vincent gardait habituellement nos documents dans son bureau, mais cette nuit-là, il était parti pour une de ses réunions tardives et avait oublié de fermer la porte à clé. J'ai trouvé le passeport assez facilement, dans le tiroir du haut, là où il avait dit. Mais en le sortant, ma main a effleuré un dossier que je n'avais jamais vu auparavant. L'adresse de l'expéditeur sur la première enveloppe m'a fait marquer une pause. First National Bank. Dernier avis, estampillé en rouge. Mon cerveau de comptable a pris le dessus avant que mon cœur de femme ne puisse m'arrêter. Je l'ai ouverte. 90 jours de retard. 340 000 $ d'impayés sur un prêt immobilier commercial. J'ai ouvert une autre enveloppe. Wells Fargo. Compte en souffrance. Action immédiate requise. Puis Chase. Puis une lettre d'une agence de recouvrement dont je n'avais jamais entendu parler. Le temps que je finisse de fouiller ce tiroir, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais de l'impossibilité pure et simple de ce que je voyais. L'empire de Vincent perdait de l'argent à flot. Les propriétés dont il se vantait lors des fêtes étaient sous l'eau. L'entreprise qui devait être notre retraite se noyait sous les dettes, plus de 2 millions de $ et il n'avait jamais dit un mot. Je suis resté assise dans son fauteuil en cuir pendant un long moment, les papiers étalés autour de moi comme des preuves sur une scène de crime. Puis j'ai fait quelque chose qui m'a surprise moi-même. J'ai sorti mon téléphone, j'ai photographié chaque document, horodaté, daté, d'une clarté cristalline. Puis j'ai tout remis exactement comme je l'avais trouvé, j'ai éteint la lumière et je suis sorti. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais je n'avais plus peur. Je calculais. Le lendemain matin, j'ai passé un coup de fil à la personne en qui j'avais le plus confiance, ma camarade de chambre à l'université, Rachel Morrison. Rachel travaillait dans une banque régionale. Nous étions restés proches au fil des ans, le genre d'amitié qui reprend là où elle s'était arrêtée, peu importe le temps passé entre les conversations. Elle était aussi la seule personne qui avait jamais regardé Vincent et dit, je ne sais pas, dit. Il y a quelque chose qui cloche chez lui. J'aurais dû l'écouter à l'époque. Je l'écoutais maintenant. J'ai besoin de faire une vérification de crédit, lui ai-je dit. Sur moi-même. Et j'ai besoin de comprendre quelle dette pourrait être rattachée à mon nom en tant qu'épouse. Rachel n'a pas demandé pourquoi. Elle a simplement dit, viens à mon bureau demain. Apporte ta carte d'identité. Ce que j'ai appris au cours des semaines suivantes a confirmé mes pires craintes et a révélé quelque chose d'inattendu. La plupart des dettes étaient au seul nom de Vincent ou liées à son entreprise. Mais il avait contracté 2 prêts en utilisant nos 2 noms, sans que je le sache, en falsifiant ma signature ou en utilisant une version électronique que je n'avais jamais autorisée. C'est une fraude, a dit Rachel à voix basse, en me montrant les papiers. Tu pourrais le dénoncer. Pas encore. J'ai plié les copies qu'elle avait faites et les ai glissées dans mon sac à main. J'ai besoin d'avoir une vue d'ensemble d'abord. Et c'est ainsi qu'a commencé mon éducation de 3 ans en survie financière. J'ai ouvert un compte d'épargne dans une autre banque, une avec laquelle Vincent n'avait aucun lien. Chaque mois, je versais ce que je pouvais de mon travail à temps partiel. 2 cents $ par-ci, 3 cents $ par-là. J'ai tout documenté, j'ai sauvegardé chaque email, chaque relevé, chaque brique de preuve qui me tombait sous la main. Rachel me tenait informé périodiquement. La dette augmente, Diana, elle ne diminue pas. Je n'étais pas surprise, mais j'étais prête. Vincent n'avait aucune idée que sa femme observait et attendait. Il y a 1 an, Vincent a commencé à rentrer à la maison en sentant le parfum de quelqu'un d'autre. Ce n'était pas évident au début. Un soupçon de parfum qui n'était pas le mien. Une notification de SMS qu'il faisait taire trop rapidement. Des voyages d'affaires qui semblaient se multiplier du jour au lendemain. Mais j'avais passé 3 ans à m'entraîner à tout remarquer, et Vincent était devenu négligent avec une femme qu'il considérait indigne de son attention. Les nuits tardives sont devenues plus tardives, les dîners d'investisseurs plus fréquents. Il a renouvelé sa garde-robe, avec des costumes Tom Ford à 3 000 $ débités sur des cartes de crédit déjà au maximum, alors que je portais encore des robes d'il y a 5 ans.
Tu devrais faire plus d'efforts sur ton apparence, m'a-t-il dit un soir, en ajustant sa nouvelle cravate en soie dans le miroir du couloir. Britney, c'est une nouvelle associée, elle est toujours impeccable. Les femmes professionnelles comprennent l'importance de la présentation. Britney. Le nom qu'il prononçait trop nonchalamment, trop souvent. Je ne l'ai pas confronté. À quoi bon? Je savais déjà que notre mariage n'était qu'une façade. J'avais juste besoin de savoir combien de temps il me restait avant que la façade ne s'effondre complètement. Un soir, Vincent a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait sa douche. L'écran s'est allumé. J'ai hâte de te voir demain. Porte la cravate bleue que j'aime. XO-B. Je n'ai pas touché le téléphone. Pas besoin. L'aperçu me disait tout. La même semaine, j'ai remarqué qu'il effaçait son historique de navigation, changeait ses mots de passe, passait des appels depuis le garage où il pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Mais voici ce que Vincent n'a jamais compris à mon sujet. Je ne complotais pas ma vengeance. Je n'étais pas consumé par la jalousie ou le chagrin. J'avais fait la paix avec qui il était depuis longtemps. Je rassemblais simplement des informations, je construisais mon dossier, en attendant le moment où il abattrait enfin ses cartes. Ce moment est arrivé plus tôt que prévu. La première fois que j'ai rencontré Britney Lawson, elle portait un sac Birkin contrefait et avait le bras de Vincent autour de sa taille. C'était le dîner d'anniversaire de sa mère, un rituel mensuel dans la coloniale immaculée d'Evelyn Saunders à River Oaks, le genre de maison où l'argenterie était assortie et le personnel savait se faire discret. J'assistais à ces dîners depuis 8 ans, me sentant toujours comme une invitée qui avait abusé de l'hospitalité. Cette nuit-là, Vincent est entré avec Britney comme si elle était à sa place. Tout le monde, voici Britney. Elle a été consultante sur de nouvelles opportunités d'investissement pour l'entreprise. Elle avait 27 ans, tout en mèches blondes et sourires étudiés. Sa robe était de créateur, ou conçue pour en avoir l'air. J'avais passé assez d'années à auditer des produits de luxe pour repérer les détails. Les coutures de son sac étaient inégales, la quincaillerie d'une couleur légèrement différente, mais personne d'autre ne la remarquait. Ils étaient trop occupés à la flatter. Vincent a enfin trouvé quelqu'un d'ambitieux, a annoncé Evelyn, en serrant les mains de Britney comme si elle accueillait une fille perdue de vue. Puis elle m'a jeté un regard avec ce mince sourire auquel je m'étais habitué. Diana, sois gentille et aide Maria à apporter les amuse-gueules. J'ai passé ce dîner dans la cuisine et en marge, regardant mon mari parader avec sa maîtresse devant sa famille, tandis qu'il faisait semblant de ne pas voir ce qui était évident. Tyler était assis à côté de moi, confus. Maman, qui est cette dame? Pourquoi est-elle assise à ta place? Ce n'est personne d'important, mon cœur. Britney a ri à quelque chose que Vincent a dit, sa main s'attardant sur sa manche. J'ai regardé Evelyn rayonner d'approbation, et j'ai pensé, le sac n'est pas la seule chose fausse à cette table. Mais Britney n'était pas mon ennemie. Elle était un symptôme. La vraie menace était l'homme dont elle ignorait qu'il était déjà en faillite, à plus d'un titre. 6 mois avant l'audience finale, Vincent m'a fait asseoir à notre table de salle à manger et m'a annoncé la nouvelle comme s'il présentait un rapport trimestriel. Je veux le divorce. Pas de préambule, pas d'excuses. Juste 5 mots lâchés entre nous comme une résiliation de contrat. Je savais que cela allait arriver, je m'y étais préparé, je l'avais planifié, presque souhaité, mais l'entendre le dire donnait quand même l'impression qu'une porte se fermait sur une décennie de ma vie. Je vois, ai-je dit. Que proposes-tu? Vincent s'est adossé, son expression étant la même que celle qu'il utilisait lorsqu'il négociait avec des gens qu'il considérait inférieurs. Je veux la maison, les voitures, l'entreprise, tout ce que nous avons construit. Je garde tout. Et moi? Il a haussé les épaules. Tu peux garder Tyler. Les batailles pour la garde ne m'intéressent pas. Le gamin me ralentirait. Le gamin. Notre fils, 6 ans, innocent, adorable, et son père ne prenait même pas la peine d'utiliser son nom. Tu es sûr? J'ai gardé ma voix stable. Tu veux tout? Tous les actifs? Tous? Chaque propriété, chaque compte, chaque action? Vincent a souri, clairement satisfait de sa propre générosité. Je suis raisonnable, Diana. La plupart des hommes dans ma situation se battraient aussi pour l'enfant, juste pour éviter de payer une pension alimentaire.
Je te laisse partir avec quelque chose. Quelque chose? Mon fils? Comme si Tyler était un prix de consolation. J'ai regardé mon mari, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu exactement ce qu'il voyait quand il me regardait, rien qui vaille la peine de se battre. D'accord, ai-je dit doucement. J'aurai besoin de temps pour tout examiner. Les sourcils de Vincent se sont haussés. Il s'attendait à des larmes, peut-être à des négociations, pas à de la conformité. C'est raisonnable. Je demanderai à mon avocat de t'envoyer les papiers. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'attendais ce moment depuis 3 ans, et que j'étais prête. La première réunion avec l'avocat de Vincent a eu lieu dans un bureau d'angle en ville, tout en murs de verre et fauteuils en cuir conçus pour intimider. Gerald Hoffman était un associé aux cheveux argentés dans l'un des cabinets d'avocats familiaux les plus agressifs de Houston, le genre d'homme qui facturait $600 de l'heure et regardait les parties adverses comme des problèmes à éliminer. Vincent l'avait clairement choisi pour cette raison précise. Je suis venu seul, sans avocat, juste moi et mon blazer vieux de 5 ans, assis en face de 2 hommes qui pensaient manifestement que la réunion n'était qu'une formalité. Madame Saunders, commença Gerald, en faisant glisser un épais dossier sur la table. Mon client a préparé une proposition complète pour la division des biens matrimoniaux. Compte tenu des circonstances, nous pensons que c'est plus que juste. J'ai ouvert le dossier. Des pages de jargon juridique détaillant comment Vincent conserverait la propriété exclusive de tout, la maison, les véhicules, les comptes d'investissement et Saunders Property, LLC. En échange, je recevrai mes effets personnels et la garde de Tyler. Pas de pension alimentaire, pas de part de l'entreprise, rien. Vincent m'a regardé lire avec un sourire satisfait. Elle n'a pas besoin d'avocat, dit-il à Gerald, sans même prendre la peine de baisser la voix. Ce n'est qu'une comptable à temps partiel. Elle ne comprendrait rien à tout ça, même si elle essayait. Gerald semblait mal à l'aise. Monsieur Saunders, je devrais vraiment conseiller à votre femme de prendre un conseil indépendant. Pas nécessaire, Vincent a agité la main avec dédain. Diana sait que j'ai tout construit. Elle n'a rien apporté. N'est-ce pas, Diana? J'ai fermé le dossier et les regardé dans les yeux. J'aurai besoin de quelques jours pour examiner cela. Ensuite, je donnerai ma réponse. Vincent cligna des yeux, s'attendant clairement à une reddition immédiate. Mais il se reprit vite, ce sourire arrogant revenant. Prends tout le temps dont tu as besoin. Le résultat ne changera pas. Je suis sorti de ce bureau, et je n'étais pas une victime. J'étais une femme avec un plan. En moins d'une semaine, Vincent avait réécrit tout notre mariage pour la consommation publique. Diana est complètement déraisonnable, l'ai-je entendu dire à des amis communs lors d'une réunion de quartier à laquelle je n'avais pas été invité. Je lui offre une rupture nette, et elle essaie de faire traîner les choses. Elle espère probablement prendre la moitié de mon entreprise alors qu'elle n'y a jamais travaillé un seul jour. Le réseau de rumeurs s'est rapidement mis en place. Des gens que je connaissais depuis des années ont soudainement cessé de répondre à mes appels. Une mère de l'école de Tyler m'a jeté un regard compatissant et m'a dit « J'ai entendu parler de tout. Ça doit être si difficile de réaliser que vous n'étiez pas compatible. » Compatible, comme si c'était moi qu'on avait surprise avec une maîtresse de 27 ans. Puis est venu l'appel d'Evelyn. Diana, sa voix portait ce givre particulier qu'elle réservait aux personnes qui la décevaient. Je comprends que tu rendes les choses difficiles pour Vincent. Puis-je te rappeler que mon fils a construit cette entreprise à partir de rien? Tu as eu de la chance de vivre dans cette maison, de conduire ces voitures, de porter le style de vie qu'il t'a offert. Ne te ridiculise pas en prétendant que tu mérites plus. Je n'ai rien demandé, Evelyn. Bien. Continue comme ça. Et ne traîne pas ça devant les tribunaux. Ce serait humiliant pour tout le monde, surtout pour Tyler. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. La même nuit, j'ai découvert quelque chose en examinant les registres de propriété que j'avais discrètement collectés. Vincent avait hypothéqué notre maison familiale, la maison où nous vivions, sans mon consentement ni ma signature. Une deuxième hypothèque, contractée il y a 18 mois. En vertu de la loi du Texas, il avait besoin de mon approbation pour cela. Il ne l'avait pas. J'ai photographié le document, l'ai ajouté à mon dossier et j'ai senti quelque chose s'apaiser dans ma poitrine. Qu'il me croit faible. Qu'il me croit vaincu. Les gens qui vous sous-estiment laissent toujours les plus grands angles morts.
C'est Rachel qui a trouvé Margaret Collins. Elle a géré certains des divorces les plus sordides de Houston, m'a dit Rachel autour d'un café dans un lieu loin de nos habitudes. Et elle gagne. Non pas parce qu'elle est impitoyable, mais parce qu'elle est minutieuse. Le bureau de Margaret n'avait rien à voir avec la tour de verre de Gerald Hoffman. Il occupait le 2e étage d'une victorienne restaurée près de Montrose, tout en bois chaleureux et diplômes encadrés. Elle avait la cinquantaine, des cheveux parsemés d'argent et des yeux qui m'ont jaugé dès que j'ai franchi sa porte. Asseyez-vous, Madame Saunders. Racontez-moi tout. Alors, je l'ai fait. 3 ans de documentation, la dette, les signatures falsifiées, l'adultère, les exigences de Vincent, la pression sociale, tout cela étalé sur son bureau dans des dossiers organisés que j'avais préparés moi-même. Margaret a examiné chaque pièce méthodiquement, prenant parfois des notes sur un bloc-notes jaune. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps, du respect. Vous avez fait un travail remarquable. La plupart des clients viennent me voir en pleine crise. Vous êtes venu préparer pour la guerre. La guerre ne m'intéresse pas, ai-je dit. Ce qui m'intéresse, c'est la liberté. Alors laissez-moi vous exposer vos options. Elle a posé son stylo. D'après ce que vous m'avez montré, vous pourriez vous battre pour la moitié de tout. Le Texas est un état de communauté de biens. Vous avez des arguments. La moitié de 4,7 millions de dollars de dette. Margaret a souri, son premier vrai sourire. Vous comprenez la situation mieux que votre mari. J'ai eu 3 ans pour la comprendre. Lui, il se croit encore millionnaire. Alors laissez-moi vous demander quelque chose. Elle s'est penchée en avant. Que voulez-vous vraiment obtenir de ce divorce? J'ai pensé à Tyler, à mon compte d'épargne, à recommencer à zéro avec rien d'autre que mon fils et ma dignité. Je veux qu'il obtienne exactement ce qu'il demande. Margaret m'a étudié un long moment, puis a sorti un épais manuel de droit de son étagère. En vertu de la loi du Texas, lorsque les biens matrimoniaux sont partagés lors d'un divorce, les dettes rattachées à ces biens peuvent également être attribuées. C'est ce qu'on appelle une clause de prise en charge du passif. Elle a ouvert une page marquée. Si une partie accepte de prendre la propriété d'un bien, elle peut également être tenue d'assumer l'entière responsabilité de tous les privilèges, hypothèques ou dettes qui y sont associées. Donc, si Vincent veut tout, alors Vincent obtient tout, y compris les 4,7 millions de dollars de passifs actuellement rattachés à ses actifs. Le stylo de Margaret a tracé une ligne dans ses notes. La clé est de s'assurer que l'accord est explicite et juridiquement contraignant, et qu'il le signe volontairement, en pleine connaissance de ce à quoi il consent. Il ne le lira pas attentivement, ai-je dit. Il ne le fait jamais. Il pense déjà avoir gagné. C'est son choix, Margaret a fermé le livre. Mais nous devons vous protéger légalement. Il existe un document appelé une renonciation à l'examen indépendant. Essentiellement, il reconnaîtra qu'il a eu l'occasion de tout faire examiner par des experts financiers et qu'il a choisi de ne pas le faire. Son avocat lui conseillera de faire un audit indépendant. Presque certainement. Mais Vincent écoutera-t-il? J'ai pensé à mon mari, à son ego, à sa certitude, à sa conviction absolue qu'il était la personne la plus intelligente dans n'importe quelle pièce. Non, il ne le fera pas. Alors voici ce que nous allons faire. Margaret a sorti un nouveau bloc-notes. Nous rédigeons un accord qui lui donne exactement ce qu'il a exigé. La maison, les voitures, l'entreprise, tout. Nous incluons la clause de prise en charge du passif à la page 47 d'un document de 52 pages. Et nous attendons qu'il signe l'acte qui scellera son propre avenir. Et s'il le lit? Alors vous ne serez pas dans une situation pire qu'avant. Elle m'a regardé dans les yeux. Mais je ne pense pas qu'il le fera. Moi non plus. La pression est venue de plusieurs directions à la fois. Britney m'a appelé la première. Elle a vraiment appelé, pas envoyé de SMS, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. Diana, salut. Je sais que c'est gênant, mais je voulais juste te contacter, de femme à femme. Elle a fait une pause pour les faits. Vincent et moi regardons quelques propriétés ensemble, et le financement se complique à cause du calendrier du divorce. Si tu pouvais simplement accélérer les choses, ce serait beaucoup plus simple. Accélérer les choses, ai-je répété. Tu sais ce que c'est. Nous voulons commencer notre nouveau chapitre,
et tu es probablement prête à passer à autre chose aussi, non? C'est mieux pour tout le monde si on peut juste conclure ça rapidement. J'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour la mettre mal à l'aise. Je prendrai cela en considération, Britney. Puis Vincent est intervenu par email, se documentant toujours lui-même, jamais conscient de l'apparence que ces mots pourraient avoir plus tard. Diana, ma patience a des limites. Si tu ne signes pas dans les 2 semaines, je déposerai une requête pour retard délibéré. Gérald dit que j'ai des motifs. Ne rends pas les choses difficiles. Les menaces ont continué. Son avocat a envoyé des lettres officielles. Sa mère a laissé des messages vocaux. Même des connaissances ont commencé à me contacter avec des conseils utiles sur l'acceptation de la réalité. Mais enfoui dans l'appel de Britney, il y avait quelque chose qu'elle n'aurait probablement pas dû mentionner, le financement se complique. Ce qui signifiait que Vincent avait besoin d'actifs sur le papier pour obtenir de nouveaux prêts. Il prévoyait de mettre en garantie les mêmes propriétés qui se noyaient déjà sous les dettes, probablement pour financer sa nouvelle vie avec Britney. Il n'était pas seulement avide. Il était désespéré. J'ai montré l'email à Margaret. Il signe une renonciation avec ce genre de pression documentée? Elle a presque ri. Diana, votre mari construit notre dossier pour nous. J'ai simplement souri. Qu'il continue à insister. Chaque menace était un clou de plus dans son propre cercueil. La réunion de famille était l'idée d'Evelyne, naturellement. Nous devrions régler cela comme des gens civilisés, a-t-elle annoncé, nous convoquant tous dans sa salle à manger de River Oaks, celle avec le lustre en cristal de Waterford et la table en acajou qui avait été témoin de 30 ans de jeu de pouvoir de la famille Saunders. Vincent était assis en bout de table, Evelyne à sa droite, quelques cousins et un oncle dispersés sur les côtés comme un jury. J'étais placé à l'autre bout, physiquement marginalisé, exactement là où il me voulait. Diana a accepté les conditions de Vincent, commença Evelyne, sans même me laisser parler pour moi-même. Elle signera les papiers cette semaine, et nous pourrons tous tourner la page sur cette situation malheureuse. Vincent a souri avec magnanimité. J'ai toujours su qu'elle finirait par accepter. Diana comprend qu'elle n'était pas vraiment équipée pour ce genre de négociation. Les cousins ont hoché la tête. L'oncle s'est raclé la gorge avec approbation. Je suis restée assise, les mains croisées, sans rien dire. Nous devrions reconnaître que Vincent est extrêmement généreux ici, a poursuivi Evelyne. Il laisse Diana garder Tyler, même si, elle a agité la main vaguement, un garçon a besoin de son père, traditionnellement parlant. Tyler est ma priorité, ai-je dit doucement. Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour lui. Alors signe les papiers, a dit Vincent. Arrête de faire traîner ça. J'ai baissé les yeux sur mes mains, jouant le rôle de l'épouse vaincue qu'ils attendaient. Tu as raison. Je signerai. Je voulais juste m'assurer que je comprenais tout. Evelyne a rayonné. Enfin, un peu de bon sens. Tu vois, Vincent? Je t'avais dit qu'elle reviendrait à la raison une fois qu'elle réaliserait qu'elle n'avait pas d'autre choix. De l'autre côté de la pièce, j'ai surpris Tyler qui regardait depuis l'embrasure de la porte, où la nounou était censée le garder occupé. Son petit visage était confus, inquiet. Je lui ai souri doucement. Ce que personne dans cette pièce ne comprenait, c'est que je ne m'étais pas rendu. Je leur avais simplement fait croire que c'était le cas. La veille de l'audience finale, j'étais assise seule dans le minuscule appartement que j'avais loué après avoir quitté la maison. 2 chambres, une salle de bain, une cuisine couloir à peine assez grande pour que 2 personnes puissent se tenir côte à côte. Mais c'était propre, c'était sûr, et c'était à nous. À moi et à Tyler. Mon fils s'était endormi 1 heure plus tôt, son éléphant en peluche préféré sous le bras. Je l'ai regardé respirer pendant quelques minutes, cette petite personne devenue le centre de mon univers, puis je me suis dirigé vers la table de la cuisine où mes documents étaient étalés. 3 ans de préparation, tout cela menant à demain. J'ai relu l'accord final une dernière fois. 52 pages. La clause de prise en charge du passif, enfouie à la page 47. Exactement comme Margaret et moi l'avions prévu. La renonciation à un examen financier indépendant, à la page 49. Tout était légal, tout était transparent pour quiconque prendrait la peine de regarder. Vincent ne regarderait pas. J'en étais certaine. Mais la certitude et la réalité sont 2 choses différentes, et mes mains tremblaient légèrement en refermant le dossier. Sur le comptoir,
j'avais préparé ma tenue pour le lendemain. Un simple blazer gris, une blouse blanche, des bijoux minimalistes. La seule pièce qui comptait était la bague que ma grand-mère m'avait laissée, un mince anneau en or avec un minuscule saphir, sans valeur monétaire mais d'une valeur sentimentale inestimable. C'était le seul bien que Vincent n'avait jamais pensé à réclamer. Tyler s'est agité dans son sommeil, marmonnant quelque chose à propos de crêpes. Je suis retourné dans sa chambre et me suis assise au bord de son lit, lui écartant les cheveux du front. Quoi qu'il arrive demain, ai-je chuchoté, nous nous en sortirons. Les mots étaient pour lui, mais peut-être que j'avais besoin de les entendre aussi. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, mais je n'avais plus peur. Je voudrais faire une pause ici un instant, si vous le permettez. Avant de vous raconter ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, je dois dire quelque chose à toute personne qui écoute et qui pourrait reconnaître des bribes de sa propre histoire dans la mienne. Si vous êtes dans une relation où vous vous sentez contrôlé, où quelqu'un d'autre gère chaque dollar, prend chaque décision, vous traite comme si vous étiez invisible ou incapable, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas fou de vous sentir piégé. Pendant 3 ans, je suis restée silencieuse. Non pas parce que j'acceptais ce qui se passait, mais parce que je construisais quelque chose dans ce silence, un plan, un filet de sécurité, une issue que personne ne pourrait me prendre. Je ne dis pas que mon chemin est le bon pour tout le monde. Chaque situation est différente. Mais s'il y a une chose que j'ai apprise, c'est celle-ci, le silence n'est pas toujours une faiblesse. C'est parfois une stratégie. Et connaître sa propre valeur ne nécessite pas que quelqu'un d'autre la voie. Si cette histoire signifie quelque chose pour vous, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, un ami, une sœur, un collègue qui traverse une situation similaire. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de nous rappeler mutuellement qu'il existe des options, même quand on a l'impression qu'il n'y en a pas. Cliquez sur le bouton j'aime si vous voulez aider plus de gens à trouver cette vidéo. Et si vous êtes toujours là, à écouter, commentez et dites-moi, avez-vous déjà été sous-estimé? Comment leur avez-vous prouvé qu'ils avaient tort? Je lirai chaque réponse. Maintenant, revenons au matin de l'audience. J'ai déposé Tyler chez Rachel, je l'ai embrassé et j'ai conduit jusqu'au tribunal dans ma vieille Honda Accord. La Porsche était déjà sur le parking quand je suis arrivé. Vincent était arrivé en avance, impatient de réclamer son prix. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Le matin du 3 janvier était inhabituellement chaud pour Houston, 20 degrés Celsius, un soleil éclatant perçant à travers de légers nuages. Je me tenais devant le tribunal des affaires familiales, regardant ma respiration ne pas former de buée dans l'air, me sentant étrangement calme. 3 ans d'attente, et tout se résumait à ça. Une audience, une signature, un moment qui déterminerait le reste de ma vie. Mon téléphone a vibré. Margaret, dans le bâtiment, salle 4B. Prête quand tu le seras. J'ai répondu par un simple j'arrive et j'ai franchi les portes vitrées. À l'intérieur, le palais de justice bourdonnait des affaires banales, des fins de relations, des couples signant des accords de garde, des avocats brassant des papiers, des greffiers tamponnant des documents qui allaient remodeler des familles à jamais. Juste un mardi comme les autres pour tout le monde, sauf pour les personnes dont les mondes changeaient. J'ai trouvé la salle 4B au bout d'un long couloir. À travers l'étroite fenêtre de la porte, j'ai pu voir Vincent déjà assis à la table du défendeur, Gerald Hoffman à ses côtés. Les deux hommes examinaient des papiers avec la posture détendue de ceux qui croyaient avoir déjà gagné. Margaret m'attendait dehors. « Comment vous sentez-vous ? » « Prête. » Le mot est sorti, ferme. « Tout est en ordre ? » Chaque document déposé, chaque clause vérifiée 3 fois. Elle a brièvement touché mon bras, un geste inhabituel pour elle mais qui était exactement ce dont j'avais besoin. Quoi qu'il se passe là-dedans, Diana, vous devez le savoir, que vous gagniez ou perdiez, vous avez déjà prouvé que vous n'êtes pas celle qu'il pense. Je n'essaie rien de prouver. Je l'ai regardé dans les yeux. J'essaie juste d'être libre. Elle a hoché la tête une fois, puis a ouvert la porte. Vincent a levé les yeux quand je suis entré. Il a souri, ce sourire confiant et condescendant que j'avais vu 1000 fois. Diana, content que tu aies pu venir. J'ai pris place à côté de Margaret sans répondre. Laissez-le sourire. Ça ne durerait pas longtemps. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, plus intime. Des murs lambrissés, un éclairage fluorescent qui bourdonnait faiblement, des rangées de sièges pour le public qui étaient pour la plupart vides.
Pour la plupart. Britney avait pris place au premier rang, vêtue d'une robe de créateur rouge qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle envoyait des SMS quand je suis entré, mais a levé les yeux assez longtemps pour me lancer un sourire presque apitoyé. À côté d'elle était assise Evelyn Saunders, impeccable en Chanel, sa posture rayonnant de la certitude tranquille d'une femme à qui rien n'a jamais été refusé. Elles étaient venues assister au triomphe de Vincent, un siège au premier rang de mon humiliation. Je me suis installé sur ma chaise et j'ai observé mon mari de l'autre côté de l'allée. Il portait son plus beau costume bleu marine, une pince à cravate en or qui captait la lumière. La Rolex brillait à son poignet. Pour quiconque ne le savait pas, il ressemblait à un homme en parfait contrôle. Gerald Hoffman s'est penché pour lui chuchoter quelque chose, et j'ai saisi des fragments. Point routine. Juste besoin de sa signature. À la maison pour le déjeuner. Vincent a hoché la tête, écoutant à peine. C'est là que j'ai remarqué quelque chose d'intéressant, le visage de Gerald. Il y avait une tension autour de ses yeux, une crispation dans sa mâchoire qui ne correspondait pas à ses paroles confiantes. Il n'arrêtait pas de jeter des regards à l'épais dossier entre eux, puis à Vincent, qui n'y avait pas touché. Juge Harriet Dawson, présidente, a annoncé le greffier. Une femme d'une 60aine d'années est entrée depuis ses appartements, les cheveux gris sévèrement attachés, des lunettes de lecture sur le nez. Nous sommes ici pour l'affaire Saunders contre Saunders, audience finale de dissolution. Elle a levé les yeux. Maître, les deux parties sont-elles prêtes à procéder? Nous le sommes, votre honneur, a dit Gerald. Nous le sommes, a confirmé Margaret. La juge Dawson a hoché la tête. Alors commençons. Je crois comprendre que nous avons un accord de règlement à examiner. Vincent s'est redressé sur son siège, rayonnant presque d'anticipation. C'était l'heure du spectacle. L'accord a été lu au dossier avec le même détachement clinique qu'un diagnostic médical. Madame Saunders accepte de renoncer à toutes ses prétentions sur la résidence conjugale située au 4521 Willow Creek Drive, a lu le greffier, ainsi qu'à tous les véhicules automobiles immatriculés au nom du mariage, y compris une Porsche Cayenne 2023 et une Honda Accord 2012. La liste a continué, propriété, compte d'investissement, Saunders Property, LLC, et tous ses avoirs. Chaque actif que Vincent avait exigé, officiellement transféré à sa seule propriété. Britney a serré le bras d'Evelyn, rayonnante. La juge Dawson a regardé par-dessus ses lunettes vers moi. Madame Saunders, comprenez-vous qu'en signant cet accord, vous renoncez à vos droits de propriété communautaire sur ces actifs? Je comprends, votre honneur. Et vous avez eu suffisamment de temps pour examiner cet accord avec votre conseil? Oui. Des questions avant que nous ne procédions aux signatures? Non, votre honneur. Gerald Hoffman s'est raclé la gorge. Votre honneur, je voudrais qu'il soit noté qu'il a été conseillé à mon client d'obtenir un examen financier indépendant des actifs et dettes matrimoniaux, mais qu'il a choisi de renoncer à cet examen. Monsieur Saunders, la juge Dawson s'est tournée vers Vincent. Est-ce exact? Vous renoncez à votre droit de faire vérifier indépendamment les finances avant de signer. Vincent n'a pas hésité. J'ai bâti cette entreprise, votre honneur. Je sais exactement ce qu'elle vaut. Je n'ai pas besoin d'un comptable pour me dire ce que je sais déjà. Alors veuillez signer la renonciation à la page 49. Vincent a pris le stylo de Gerald, un main blank, naturellement, et a signé avec panache. J'ai observé le visage de Gerald pendant que Vincent rendait le stylo. L'avocat parcourait les pages rapidement maintenant, cherchant quelque chose. Ses yeux se sont arrêtés à la page 47. La couleur a quitté son visage. Vincent, a-t-il chuchoté de toute urgence, en attrapant le bras de son client. Attends. Mais Vincent se tournait déjà vers la page 52, signant son nom sur la dernière ligne. Fait, a annoncé mon mari. Au moment où le stylo de Vincent s'est levé du papier, le visage de Gerald Hoffman est devenu blanc. J'ai vu cela se produire en temps réel, la prise de conscience se répandant sur ses traits comme du givre sur un pare-brise. Sa bouche s'est légèrement ouverte, sa main a agrippé le bord de la table. Vincent. Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Vincent, nous devons arrêter. Quoi? Mon mari a ri, faisant glisser le document signé vers le greffier. C'est fait. Elle a signé. J'ai signé. Finissons-en.
Tu ne comprends pas. Gérald se débattait maintenant avec les pages, son sang-froid professionnel s'effritant. Page 47. La clause de prise en charge du passif. La quoi? La juge Dawson a levé la main. Maître Hoffman, y a-t-il un problème? Gérald a regardé de Vincent à la juge, puis à moi, et j'ai pu voir le moment exact où il a compris qu'il ne pouvait pas défaire ce qui venait de se passer. Votre honneur, mon client n'a peut-être pas bien compris. Votre client, a interrompu Margaret en douceur, a été directement interrogé sur son souhait d'obtenir un examen financier indépendant. Il a refusé. Il a signé la renonciation volontairement. L'accord est exécuté. De quoi tout le monde parle? La voix de Vincent avait perdu de son assurance. Qu'y a-t-il à la page 47? Gérald lui a tendu le document, son doigt pointant la clause pertinente. J'ai regardé les yeux de mon mari parcourir le texte. La partie recevant les biens matrimoniaux assume par la présente l'entière responsabilité personnelle de toutes les dettes, privilèges, hypothèques et charges financières attachées aux XD biens, libérant l'autre partie de toute obligation y afférente. Le visage de Vincent est devenu gris. Ça dit. Il a levé les yeux vers Gérald, puis vers moi. Ça dit que je suis responsable des dettes. Tous les 4,7 millions de dollars, a confirmé Margaret, depuis votre signature il y a 30 secondes. La voix de Britney a percé depuis les bancs du public. 4 millions? Quoi? Je suis resté parfaitement immobile, regardant mon mari comprendre enfin ce qu'il venait de s'infliger. Vincent s'est levé d'un bond si rapide que sa chaise a grincé contre le sol. C'est une fraude, sa voix a résonné dans la petite salle d'audience. Elle m'a piégé. Tout ça, c'est. Elle ne peut pas faire ça. Monsieur Saunders, asseyez-vous. Le ton de la juge Dawson ne laissait aucune place à la négociation. Je ne m'assiérai pas tant que quelqu'un ne m'aura pas expliqué comment c'est légal. Gérald, fais quelque chose. Gérald Hoffman est resté figé, le visage de la couleur d'un vieux papier. Tu as signé la renonciation, Vincent. Tu as spécifiquement déclaré que tu savais ce que valaient les actifs. Tu as refusé l'examen indépendant. Parce que je pensais. Vincent s'est tourné vers moi. Tu savais. Tu savais depuis le début. Tu as planifié ça. Je n'ai rien planifié. Ma voix est sortie stable, calme. Je t'ai juste donné exactement ce que tu avais demandé. Votre honneur. Vincent a frappé la paume de sa main sur la table. J'exige que cet accord soit annulé. J'ai été trompé. Vous n'avez pas été trompé, monsieur Saunders. La juge Dawson a enlevé ses lunettes de lecture, le fixant d'un regard qui a fait taire la pièce. Les registres financiers de votre entreprise sont publics. Les dettes rattachées à vos propriétés sont des faits enregistrés. L'avocate de votre femme a inclus une documentation complète de divulgation dans le dossier de l'accord. Vous avez choisi de ne pas la lire. Je ne savais pas. Vous avez signé une renonciation déclarant que vous n'aviez pas besoin de savoir. La voix de la juge s'est durcie. Ce tribunal ne peut pas protéger les parties de leur propre arrogance. Depuis le public, j'ai entendu la voix de Britney, aiguë et paniquée. Vincent, qu'est-ce que ça veut dire? Tu avais dit que tu étais millionnaire. Evelyne était déjà debout, ramassant son sac, le visage rigide de fureur et d'embarras. Maman, Vincent s'est tourné vers elle. Non. Le seul mot a tranché comme un couteau. Elle est sortie sans regarder en arrière. Vincent se tenait au milieu des décombres de sa victoire, comprenant enfin qu'il n'avait rien gagné. Il venait d'hériter de sa propre destruction. Dans le silence qui a suivi le départ d'Evelyne, je me suis levé. Vincent s'est tourné vers moi, le visage déformé par la rage et le désespoir, des émotions que je ne l'avais jamais vu montrer si ouvertement. Pendant 8 ans, c'était lui qui avait eu le contrôle. Maintenant, il voyait ce contrôle se dissoudre comme du sucre dans l'eau. Tu m'as détruit, a-t-il chuchoté. Tu as tout détruit. Je me suis avancé au centre de la salle d'audience, assez près pour qu'il m'entende clairement, mais assez loin pour maintenir la distance que j'avais construite pendant 3 ans. Non, Vincent. Tu t'es détruit toi-même. J'ai juste arrêté de nettoyer derrière toi. Diana. Pendant 8 ans, tu m'as dit que je n'avais aucune valeur, que je ne comprenais rien aux affaires, à l'argent ou à quoi que ce soit d'important.
J'ai gardé une voix égale, comme je l'avais pratiqué devant le miroir de ma salle de bain les nuits où je ne pouvais pas dormir. Tu as dit que je n'étais qu'une comptable à temps partiel. Tu as dit que Tyler était un fardeau. Tu as dit que je devrais être reconnaissante que tu me laisses rester. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Je ne suis pas reconnaissante. J'ai touché la bague de ma grand-mère, puisant de la force dans ce petit poids familier. Je suis libre. Et pour la première fois en 8 ans, je peux enfin respirer. Je me suis tourné vers Margaret, qui rangeait déjà son porte-documents avec une efficacité tranquille. Puis j'ai regardé Vincent une dernière fois. Je ne te déteste pas. Je ne suis même plus en colère. Je refuse simplement de te laisser définir qui je suis une seconde de plus. Diana, attends. On peut arranger ça. On peut. Non. Le mot était final, complet. Il n'y a plus rien à arranger. Je suis sorti de la salle d'audience, mais pas ferme sur le sol carrelé. Derrière moi, j'ai entendu Vincent appeler mon nom, j'ai entendu Gérald essayer de le calmer, j'ai entendu Britney exiger des explications, mais je n'ai pas regardé en arrière. J'étais déjà parti. J'étais à mi-chemin du couloir du palais de justice quand les cris ont commencé. À travers les portes vitrées de la salle 4B, j'ai pu voir Britney se tenant sur le chemin de Vincent, le visage rouge, son maquillage soigneusement appliqué commençant à couler. 4 700 000 $? Sa voix a clairement porté jusqu'au couloir. Tu m'as dit que l'entreprise valait 10 fois ça. Tu as dit qu'on allait acheter une maison dans le quartier de la Galleria, voyager en Europe, fonder une famille. Britney, écoute. Vincent a attrapé son bras. Elle l'a arraché. Ne me touche pas. Mon Dieu, je n'arrive pas à croire que je suis tombé dans le panneau. Mon père avait raison à ton sujet. Ton père t'a renié parce que je t'ai choisi plutôt que lui. Elle a ri, mais c'était un rire amer et brisé. Et maintenant, je découvre que tu n'es même pas un vrai millionnaire. Tu es pire que fauché. Tu es négativement fauché. Margaret est apparue à côté de moi, observant la scène avec un détachement professionnel. J'ai vu beaucoup de divorces, Diana. C'est peut-être l'implosion la plus complète que j'ai vue en temps réel. Je n'avais pas prévu cette partie, et je le pensais. Voir la maîtresse de Vincent l'abandonner était moins satisfaisant que ce à quoi je m'attendais. Juste épuisant, comme regarder le dernier acte d'une pièce qui a duré trop longtemps. À travers la vitre, Britney s'éloignait déjà, ses talons claquant furieusement contre le sol en marbre. Elle a sorti son téléphone en passant devant nous, sans même me jeter un regard. Papa? C'est moi. J'ai fait une énorme erreur. Est-ce que je peux rentrer à la maison? Vincent est apparu dans l'embrasure de la porte, l'air d'un homme qui venait de voir son monde s'effondrer, ce qui, je suppose, était le cas. Nos regards se sont croisés à travers le couloir. Je n'ai ressenti que du soulagement. Au revoir, Vincent, ai-je dit doucement. Puis j'ai marché vers la sortie, vers mon fils, vers ce qui allait suivre. La liberté n'avait jamais semblé si simple. 3 mois après l'audience, l'empire de Vincent a fini de s'effondrer. Je l'ai appris par Rachel, qui avait encore des relations dans diverses banques de la ville. Les détails arrivaient par fragments, autour d'un café, comme des dépêches d'une guerre lointaine. La maison a été vendue en premier, pour 580 000 $, ce qui n'a pas suffi à couvrir l'hypothèque et le second privilège. Vincent est parti en devant encore 320 000 $ sur une propriété qu'il avait perdue. La Porsche a été saisie par la société de financement 2 semaines plus tard. Le dépanneur est venu à 3 heures du matin, selon un voisin qui en a été témoin. Vincent se serait tenu dans son allée, en peignoir, hurlant à propos de poursuites judiciaires et de saisies illégales jusqu'à ce que quelqu'un menace d'appeler la police. Saunders Property, LLC, a déposé le bilan en mars. Les propriétés commerciales dont Vincent était si fier ont été vendues aux enchères pour une fraction de leur prix d'achat initial. La dette restante, près de 3 millions de $, est restée à sa charge. Il a dû quitter la maison avant la clôture de la vente. Rachel m'a dit qu'il avait trouvé un studio dans un complexe près de l'autoroute 290. Pas de portier, pas de piscine, rien, en fait. J'ai hoché la tête, traitant l'information sans satisfaction. Et son travail? Une petite agence immobilière l'a embauché. Uniquement à la commission. Rachel a secoué la tête.
De PDG à vendeur débutant en 90 jours. Ce doit être une sorte de record. J'ai pensé à l'homme que j'avais épousé, sa confiance, son ambition, sa certitude absolue qu'il était destiné à la grandeur. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait dit que je ne comprenais rien aux affaires, à l'argent, à rien. C'est lui qui s'est infligé ça, ai-je dit finalement. J'ai juste arrêté de le protéger des conséquences. Rachel m'a serré la main par-dessus la table. Tu sais quoi? C'est la meilleure des vengeances, celle que tu n'as même pas besoin de prendre. L'été est arrivé, et avec lui un nouveau départ. Notre appartement s'était transformé au fil des mois, passant d'un refuge temporaire à quelque chose qui ressemblait à un foyer. Les dessins de Tyler couvraient le réfrigérateur. Des plantes s'entassaient sur le rebord de la fenêtre, des herbes que j'avais commencé à cultiver pour économiser sur les courses, et que j'avais gardées parce qu'elles me rendaient heureuse. Le salon avait un canapé d'occasion qui était plus confortable que n'importe quel meuble de la maison vitrine de Vincent. Je suis retourné à la comptabilité à temps plein en avril, à un poste de niveau intermédiaire dans une entreprise qui valorisait la compétence plutôt que le pédigré. En juin, j'avais été promu comptable principal. Mon patron a dit que j'avais un souci du détail exceptionnel. Je ne lui ai pas dit que j'avais développé cette compétence en traquant un mari fraudeur pendant 3 ans. Tyler s'épanouissait aussi. Il s'était fait des amis dans sa nouvelle école, avait rejoint une équipe de football, et avait commencé à lire des romans avant de se coucher. Il ne demandait que rarement des nouvelles de son père, non pas parce que je le décourageais, mais parce que les questions avaient simplement cessé d'avoir de l'importance pour lui. « Maman, regarde-moi » a-t-il crié de l'autre côté du parc, en tentant une roue qui s'est terminée en un tas de rires. J'ai applaudi depuis mon banc, ressentant quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années, un bonheur simple. Mon téléphone a vibré. Une notification du collège communautaire. J'avais été accepté à leur programme du soir de certification d'expert comptable. Les cours commençaient en septembre. « Pourquoi tu souris ?» a demandé Tyler, en courant pour s'affaler à côté de moi. « Bonne nouvelle, mon grand. Maman retourne à l'école. Comme moi. Exactement comme toi. » Il a réfléchi un moment. « On peut fêter ça avec une glace ? » Absolument. Nous avons marché jusqu'au magasin du coin, main dans la main, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a surprise. Cette petite vie, cet appartement modeste, ce travail ordinaire, cette joie simple, c'était tout ce que je n'avais jamais su que je voulais. Et c'était entièrement à moi. Je veux prendre un autre moment ici, si cela ne vous dérange pas. Nous sommes presque à la fin de cette histoire, mais avant d'y arriver, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà pris une décision que tout le monde autour de vous pensait insensée ? Vous êtes-vous déjà fait confiance quand personne d'autre ne le faisait ? Parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit dans cette histoire. Pas de vengeance, pas de karma, pas de voir quelqu'un obtenir ce qu'il mérite. Il s'agit de cette petite voix intérieure qui connaît la vérité, même quand le bruit des opinions des autres essaie de la noyer. Pendant 3 ans, j'ai écouté cette voix. J'ai planifié. Je me suis préparé. J'ai gardé le silence quand tout le monde s'attendait à ce que je discute, que je supplie ou que je m'effondre. Et quand le moment est venu, j'étais prête. Je ne vous dis pas cela pour me vanter. Je vous le dis parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui regarde en ce moment et qui a besoin de l'entendre. Votre silence n'est pas une faiblesse. Votre patience n'est pas de la passivité. Et les gens qui vous sous-estiment, ils vous offrent le plus grand cadeau possible, du temps pour vous préparer pendant qu'ils sont trop occupés à se sentir supérieurs pour le remarquer. Alors, voici le défi que je vous lance. Si vous connaissez quelqu'un qui est au milieu de sa propre bataille silencieuse, un ami, un membre de la famille, n'importe qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa planification portera ses fruits, partagez cette vidéo avec lui. Et si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, prenez une seconde pour aimer, vous abonner et activer les notifications. Cela aide ces histoires à atteindre plus de personnes qui pourraient en avoir besoin. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand Vincent m'a finalement contacté, 1 an après que tout se soit effondré. Parce que c'est là que j'ai appris quelque chose d'inattendu sur lui, sur moi-même, et sur ce que le pardon signifie vraiment. Nous sommes presque à la fin. Restez avec moi. Le SMS est arrivé un mardi soir, presque exactement 1 an après l'audience finale. J'ai besoin de te parler. C'est à propos de Tyler. J'ai fixé mon téléphone un long moment,
le pouce planant au-dessus du bouton de suppression. Puis la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus doux, m'a fait répondre « lieu public ». Demain, midi. Le café sur Westémer. Il a accepté. J'ai failli ne pas reconnaître Vincent quand il est entré. Les costumes sur mesure avaient disparu, remplacés par un pantalon chino et un polo qui flottaient sur lui. Il avait perdu du poids, et pas de manière saine. Son visage semblait fatigué, la confiance avait déserté ses traits. Il s'est assis en face de moi sans rien commander. « Tu as l'air bien », a-t-il dit. « Tu as l'air heureuse. » Je le suis. Un silence s'est installé entre nous. Il fixait ses mains. « Je ne suis pas là pour m'excuser », a-t-il finalement dit. « Je sais que tu ne me croirais pas si je le faisais. Je suis là parce que... » Il a pris une profonde inspiration. « Je suis en thérapie depuis 6 mois. Et mon thérapeute dit que je dois assumer la responsabilité de ce que je t'ai fait. À Tyler, j'ai attendu. J'ai été un mari terrible et un père encore pire. » Les mots sont sortis comme s'ils lui faisaient physiquement mal. « Je t'ai traité comme si tu ne comptais pas. J'ai traité notre fils comme une pensée après coup. J'étais tellement obsédé par ma propre image que je ne pouvais pas voir ce que je détruisais. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je veux voir Tyler. » Il m'a regardé dans les yeux pour la première fois. Pas pour me venger de toi ou pour prouver quoi que ce soit. Je veux juste. Je veux essayer d'être son père. Un vrai père. Si tu me le permets. J'ai étudié l'homme que j'avais autrefois aimé, cherchant l'arrogance que j'avais appris à naviguer. Je ne l'ai pas trouvé. Je vais y réfléchir, ai-je dit, à certaines conditions. Cette nuit-là, après que Tyler se soit endormi, je me suis assise sur mon balcon avec une tasse de thé et j'ai regardé les lumières de la ville scintiller au loin. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 3 ans effrayée, incertaine, convaincue que le silence était sa seule option. J'ai pensé à la femme que j'étais maintenant toujours calme, mais plus effrayée, toujours prudente, mais plus piégée. Vincent voulait revenir dans la vie de Tyler. 6 mois plus tôt, j'aurais dit non sans hésiter. Mais quelque chose dans ses yeux aujourd'hui avait été différent, quelque chose de brisé qui essayait de se reconstruire. Je ne pouvais pas le guérir. Ce n'était plus mon travail. Mais Tyler méritait de connaître son père, ou du moins le père que Vincent essayait de devenir. J'ai donc posé mes conditions, des séances de thérapie mensuelles, vérifiées par son conseiller, un emploi stable pendant au moins 6 mois, des visites supervisées au début, progressant uniquement si Tyler se sentait à l'aise. Et une règle absolue, il ne parlerait jamais de moi en termes négatifs devant notre fils. Vincent a tout accepté. Je ne savais pas s'il tiendrait parole. Les gens promettent tout le temps de changer et ne font rien. Mais j'avais appris quelque chose d'important au cours des 3 dernières années, les limites ne servent pas à contrôler le comportement des autres. Elles servent à protéger sa propre paix. J'ai sorti mon journal, quelque chose que mon propre thérapeute m'avait suggéré de commencer, et j'ai écrit quelques lignes. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes. C'est vous qui choisissez qui les franchit. J'ai choisi de donner une porte à Vincent. Qu'il la franchisse en tant qu'homme meilleur dépend de lui. Quoi qu'il en soit, Tyler et moi nous en sortirons. Le thé avait refroidi, mais cela ne me dérangeait pas. Je suis resté assise un peu plus longtemps, regardant les étoiles émerger à travers la pollution lumineuse de Houston, et je me suis permis de ressentir quelque chose que j'avais presque oublié, l'espoir. Septembre est arrivé avec l'odeur des cahiers neufs et des nouveaux départs. Tyler a commencé la première année la même semaine que j'ai commencé mes cours de certification d'expert comptable. Nous avons développé une routine, les devoirs ensemble à la table de la cuisine, lui s'entraînant à écrire ses lettres pendant que j'étudiais le droit fiscal. Parfois, nous nous interrogions mutuellement. Il gagnait généralement. Combien font 4 plus 6, demandai-je. 10. Quelle est la différence entre les actifs et les passifs? Je riais. Où as-tu appris ce mot? De toi. Tu le dis parfois en dormant. Le travail allait bien. Mon patron avait évoqué la possibilité de devenir associé si je continuais à performer à mon niveau actuel et si je terminais ma certification. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je construisais quelque chose qui m'appartenait entièrement. Rachel est passée un soir avec une bouteille de vin, du bon, pas celui en promotion qu'on se partageait à l'université. J'ai des nouvelles,
a-t-elle annoncé, en s'installant sur mon canapé d'occasion. Ton ex-mari a remboursé une de ses petites dettes le mois dernier. C'est le premier paiement volontaire qu'il fait depuis la faillite. J'ai pris une gorgée de mon vin. C'est bien pour lui. Tu n'es pas curieuse des détails? Pas particulièrement. Rachel m'a étudié un moment, puis a souri. Tu as vraiment tourné la page, n'est-ce pas? J'ai tourné la page le jour où je suis sorti de cette salle d'audience. J'ai regardé mon modeste appartement, les plantes, les dessins, les preuves d'une vie construite à partir de rien. Je ne savais juste pas ce qui allait suivre. Maintenant, je sais. Le lendemain matin, Tyler et moi avons marché jusqu'à l'école ensemble, sa main chaude dans la mienne. Maman, a-t-il demandé en arrivant aux grilles, es-tu heureuse? Je me suis agenouillé à sa hauteur, ajustant les bretelles de son sac à dos. Oui, mon chéri, je le suis vraiment. Il a souri, ce sourire magnifique et simple qui donnait un sens à tout, et il a couru vers sa classe. Je suis resté à le regarder jusqu'à ce qu'il disparaisse à l'intérieur. Puis j'ai marché vers mon avenir. Avant de terminer cette histoire, je veux partager quelque chose que mon thérapeute m'a aidé à comprendre sur Vincent, sur moi-même, et peut-être sur quelqu'un que vous connaissez. Vincent n'est pas né cruel. Il a été élevé en croyant qu'être un homme signifiait avoir le contrôle de l'argent, des décisions, de tout et de tous ceux qui l'entouraient. Son père était pareil, et son père avant lui. Quand son entreprise a commencé à péricliter, il n'a pas pu l'admettre. Ni à moi, ni à sa famille, ni même à lui-même. Parce que dans son esprit, admettre l'échec signifiait admettre qu'il n'était pas un vrai homme. Alors, il a redoublé d'efforts, s'est endetté davantage, a projeté plus de confiance, et quand la pression est devenue insupportable, il a trouvé quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne connaissait pas la vérité, qui pouvait lui renvoyer l'image de succès qu'il avait si désespérément besoin de voir. Comprendre cela n'excuse pas ce qu'il a fait. Cela l'explique simplement. Et honnêtement, cela m'a aidé à ne plus le prendre personnellement. Sa cruauté n'a jamais vraiment été à mon sujet, elle concernait sa propre peur d'être perçu comme faible. Quant à moi, j'avais mes propres schémas à affronter. J'évitais les conflits parce que j'avais vu le mariage de mes parents imploser dans des disputes hurlantes et des portes claquées. Je pensais que le silence signifiait la paix. Je n'avais pas réalisé que je confondais la paix avec la paralysie. Ce que j'ai appris à travers tout cela, c'est que le silence peut être puissant, mais seulement quand c'est un choix, pas une cage. La planification est précieuse, mais il est aussi important de savoir quand agir. Et votre valeur ne dépend pas du fait que les gens autour de vous la reconnaissent. S'il y a une leçon à en tirer, c'est celle-ci, les gens qui vous sous-estiment construisent leur propre piège. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est de rester prête. Voilà mon histoire. L'histoire d'une femme à qui on a dit qu'elle ne comptait pas. Qui a passé 3 ans à prouver qu'elle comptait, non pas aux autres, mais à elle-même. Si cela a signifié quelque chose pour vous, cliquez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, et consultez la description pour des vidéos connexes, plus d'histoires sur des personnes qu'on avait mises de côté et qui ont fini par triompher. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Je suis Diana, et j'espère que où que vous soyez, quoi que vous affrontiez, vous savez que vous êtes plus fort qu'ils ne le pensent. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé votre moment, mais vous le trouverez.